Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous par ce dimanche matin pluvieux. Nous allons avoir un débat aujourd'hui autour du thème de La guerre des civilisations n'aura pas lieu, qui est le titre de l'ouvrage de Raphaël Laugier, qui est à ma gauche, qui est professeur des universités à l'IEP d'Aix-en-Provence. À ma droite se trouve François Burgat, qui est directeur de recherche à l'IREMAM. Et nous allons avoir dans un premier temps une discussion entre nos deux intervenants, puis ensuite on se tournera vers la salle pour d'éventuelles questions ou des commentaires. En propos liminaire, je rappellerai qu'en 1993 apparu un article dans la revue Foreign Affairs de Samuel Huntington à propos du choc des civilisations, lequel article allait donner lieu à un ouvrage publié en 1996 et qui allait durablement installer cette idée de choc des civilisations. Alors on va voir très vite que l'idée ne lui appartient pas. Et ce sera d'ailleurs ma première question que je vais vous poser. Oui, tout de suite, la première question. Voilà, ça démarre vite. Justement, vous dites, vous rappelez dans votre ouvrage que le terme, l'expression choc des civilisations, qui a d'ailleurs été très vite combattu par le milieu académique, mais n'appartient pas à Samuel Huntington. Non, celui qui l'a popularisé, parce qu'elle avait déjà été prononcée, mais juste prononcée quelques années avant, mais celui qui a vraiment conceptualisé cela et qui l'a popularisé, c'est Bernard Lewis. Et je trouve que c'est emblématique parce qu'il l'a popularisé lors d'une conférence à l'université de Johns Hopkins en 1957 pour parler de la crise de Suez. Et une crise qui, en gros, n'a quasiment rien à voir avec la dimension religio-civilisationnelle et qui pourtant va être progressivement traduit dans ces termes. Donc pour moi, c'est emblématique d'une mésinterprétation, mais d'une mésinterprétation qui a ses raisons, mais qui ne sont pas ses raisons au sens causal du terme, mais ses raisons au sens, on pourrait dire, de la psychologie collective des Européens, des anciens colons européens face à un monde qui se transforme et ces Européens qui vont progressivement se sentir encerclés par des forces qu'ils se représentent comme étant des forces opposées. Et donc pour moi, c'est un peu l'anticipation sur ce que j'appellerai plus tard le mythe de l'islamisation. L'idée qu'il y aurait une poussée, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nasser n'était pas réputé comme étant un grand promoteur de l'islam, et c'est pourtant lui qui avait nationalisé le canal de Suez, qui avait provoqué tout. Donc, et là, on voit bien cette transformation dans les interprétations. Et à mon sens, c'est emblématique parce qu'on retrouve cela aujourd'hui. C'est-à-dire que ça commence à ce moment-là, cette espèce de complexe. Ce que vous appelez le complexe de Suez. Que j'ai appelé le complexe de Suez dans un autre livre, effectivement. Et on retrouve ça aujourd'hui, mais avec une intensité qui est dévoilée au grand jour à travers le développement en Europe, par exemple, de tous ces partis populistes qui ont pour programme unique, quasiment pour programme unique, la lutte contre un soi-disant encerclement de l'Europe qui peut prendre une multitude de figures, mais dont la figure paradigmatique reste la figure du musulman. Voilà. Une réaction, François? Je vais continuer ces propos de Raphaël Léger. Seuls ceux qui ont lu le livre, levez la main, savent pourquoi je me permets de rectifier le patronyme de Raphaël Laugier. C'est une petite énigme que je vous transmets. Je vois qu'il y a lu le livre, effectivement. Il est important de dire l'historicité de l'appellation. Je pense qu'il est important aussi d'en venir à celui qui l'a véritablement popularisé, qui est Huntington. On peut dire que le fantasme de Huntington, paradoxalement, c'était pas seulement les musulmans, même si c'est à l'égard des musulmans qui veulent l'exprimer, c'était les hispano-américains qui étaient en train de changer l'équilibre linguistique de son pays, les États-Unis.
c'est pas du tout un reproche, mais quand on met Huntington en avant, moi, ce qui me paraît important, c'est pas de rappeler qu'il a dit « Nous sortons de la période de la guerre froide. Dorénavant, les appartenances des acteurs qui vont s'opposer dans l'arène internationale ne sont plus ces appartenances idéologiques qui étaient le socle de la guerre froide, communisme, capitalisme. Ce sont des appartenances culturelles, ethnico-culturelles. Il en distingue 8, 9. Les critères qu'il applique à la civilisation occidentale sont d'ailleurs très, très bizarres et tu le démontres très bien dans le livre. Mais moi, la phrase que j'ai eu le privilège immense de sortir sous le nez de Huntington dans un débat que je considère égoïstement comme historique parce que c'était au World Economic Forum à New York et que c'était devant une très belle salle, c'est « Bloody Borders of Islam ». Les frontières sanglantes de l'islam. Il ne s'est pas contenté de dire les acteurs des confrontations internationales auront un socle d'appartenance culturelle, et il définit 7, 8, 9 acteurs, mais il désigne le mauvais élève tout de suite. Et il parle des Bloody Borders of Islam. Et moi, j'ai eu le privilège de lui dire, cher monsieur, il me semble qu'il manque quelque chose dans votre analyse, vous devriez traverser ces Bloody Borders of Islam et aller voir ce que manifestement vous n'avez pas fait. Le fonctionnement des institutions politiques dans cette région du monde, les interférences avec les ingérences extérieures et essayer de comprendre d'où vient la violence. Et puis il y a un autre argument qui est absolument imparable. Sortez vos calculettes, s'il vous plaît, et s'il vous plaît, faites le décompte. Qui a eu des Bloody Borders historiquement depuis le XVIe siècle ? C'est nous, c'est l'Europe, c'est pas les musulmans. Faites le compte, je ne sais pas si vous avez eu le privilège, moi j'en reviens, d'aller au Chili, d'aller en Afrique du Sud, d'aller en Australie, d'avoir en mémoire le mode de population de l'Amérique du Nord et pas de l'Amérique du Sud, d'avoir présent à l'esprit le mode d'expansion coloniale au début du 19e siècle. Sortez votre calculette, hein, prenez les dizaines de millions. Qui a eu une expansion systématique, notamment à partir du début du 19e siècle, avec des méthodes qu'on peut qualifier de bloodies, hein. Donc c'est ça, moi, qui me paraît, c'est tout à fait dans le prolongement de ce que tu as dit, au-delà de l'intérêt du rappel que Bernard Lewis, c'est pas n'importe qui, hein, c'est la pensée néocon, on y viendra, c'est la pensée qui donne une explication culturaliste pour nier l'explication politique des violences dans le monde. Parce que, bon, on anticipe sur des questions, mais quand on enferme l'autre dans son appartenance religieuse, ça évite d'avoir à examiner la matrice politique du différent qui nous sépare, et donc, le cas échéant, notre part de responsabilité. Juste une petite chose, oui, sur Huntington, parce qu'effectivement, dans son bouquin, le choc des civilisations, on a le sentiment, quand on voit comment il construit la notion de civilisation, que les 8, 9 civilisations en question, les 8 qu'il cible, en fait, c'est un prétexte pour dire qu'il n'y a qu'une confrontation, c'est Islam-Occident. Parce que quand il va dire, il y a une civilisation japonaise. Alors là, ça correspond à un État. Pas très bien pourquoi. Mais à côté, il y a une civilisation chinoise. Mais là, ça déborde jusqu'au Vietnam, etc. Et puis, il y a une civilisation d'Amérique latine. On ne sait pas très bien pourquoi, là, ça serait tout un sous-continent. Puis, et puis, à un moment donné, il y a la civilisation occidentale. On ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Puis, il y a la civilisation orthodoxe. Alors là, c'est par rapport aux religieux. Et puis, à la fin du bouquin, enfin, dans la deuxième moitié du bouquin, il explique que, de toute façon, s'il y a une confrontation, et c'est pour ça qu'il y a le choc des civilisations, ça peut être qu'avec l'islam. Et alors là, on a des explications un peu foireuses sur ces raisons-là. Et il est vrai que, finalement, on a peut-être une explication du côté délirant de la thèse de Bernard Lewis dans un livre qui paraîtra ensuite, que tu as évoqué indirectement, et qui, lui, concerne l'Amérique du Nord, sa société, concerne les États-Unis. Who are we? Voilà. Et là, il est obsédé par justement les latinos qui envahiraient les États-Unis, la pureté de la civilisation WASP. Il dit que c'est absolument ingérable. Et alors là, on se pose la question, on se dit mais pourquoi ils sont catholiques dans leur écrasante majorité? Alors il dit non, mais c'est pas pareil. Ils sont catholiques, mais quand même ils sont catholiques matinés d'Amérindiens, de culture précolombienne, de choses absolument qui ne peuvent pas être solubles dans le melting pot. Donc on voit bien que quelque part, c'est qu'on pourrait dire que c'est un retour de ce que j'évoque au début du livre, du différentialisme. C'est-à-dire un retour aux idéologies racistes qui étaient fondées sur la première anthropologie du XIXe siècle, mais qui ne dit pas son nom. Oui. Il a d'ailleurs, dans son argumentaire contre les latinos,
on retrouve beaucoup de choses aujourd'hui dans le discours de Donald Trump à l'égard des Mexicains. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Alors, ça m'amène à parler du cœur de votre ouvrage. Vous dites, donc vous balayez ça, et vous dites que finalement, ce n'est pas une bataille entre religions, au pluriel, mais ce sont des forces, je dirais, d'opposition à l'intérieur même de chaque religion. Et c'est ça que nous n'arrivons peut-être pas à distinguer quand on essaye de comprendre la marche du monde. Et vous avez d'ailleurs je dirais, une nomenclature, vous divisez les religions en trois parties. Je vais vous laisser nous donner un aperçu de ces trois branches que vous distinguez. Disons que je pense que déjà une difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est d'admettre qu'on est véritablement dans une situation de globalisation. Parce que je crois qu'on ne comprend pas bien ce qu'est la globalisation. Chaque fois que je dis « aujourd'hui, on est dans une civilisation globale », la plupart des gens, enfin beaucoup de gens me disent « oui, mais quand même, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des différences de langue, qu'il y a des différences de ceci, de cela, etc. » Mais une civilisation, ce n'est pas ça. Une civilisation, c'est d'abord un calendrier commun. Lorsque différents hommes politiques se rencontrent aujourd'hui à l'échelle planétaire, ils se rencontrent le mardi à 14h. Donc c'est d'abord ça, une computation du temps. Deux, c'est les transports, des modes de transport. Boeing, Airbus, que ce soit Saudi Airlines ou American Airlines ou je ne sais quoi. La manière de construire les maisons. Des choses simples. La notation du système universitaire, l'évolution de la science, ce qu'on considère comme étant de la science dans différents pays aujourd'hui. Les laboratoires qui sont en lien entre eux, les universités. La médecine. Alors aujourd'hui, il y a une médecine, effectivement, il y a des médecines traditionnelles, mais qui compensent en général une médecine qui est une médecine reconnue sur l'ensemble de la planète, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on est dans une civilisation globale parce qu'il y a une circulation massive des trois flux, humain, matériel, et enfin, le plus important, informationnel, c'est-à-dire ça fait circuler des images, donc des désirs. Et donc la circulation des désirs, c'est quoi? C'est la circulation des frustrations à ces désirs. Et donc, de nouvelles formes de violence qui se renversent vers l'intérieur. Et au milieu de tout ça, ce que j'appelle le système religieux global, au milieu de ça, c'est que les religions, comme toutes les activités humaines, eh bien, elles répondent à ces processus globaux. Moi, j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, la globalisation avait entraîné la globalisation du religieux et avait finalement produit un processus, contrairement à ce qu'on imagine et contrairement à ce qu'on dit, et c'est là que j'en viens à ce que vous disiez, de dissolution des frontières, j'allais dire, dogmatiques, croyantes, entre les différentes formes de religiosité. Par exemple, j'ai remarqué qu'au sein même de cette espèce d'énorme bloc qu'on appelle le christianisme, et même on pourrait parler du catholicisme à l'intérieur, ou du protestantisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dénominations à l'intérieur des confessions, eh bien, on a trois orientations qui peuvent être plus ou moins dominantes suivant les religions en fonction de processus historiques divers. C'est ce que j'appelle le spiritualisme. Par exemple, en Europe, on le connaît, ce spiritualisme, à travers le côté New Age, développement personnel, etc. Et que ça touchait surtout des gens qui étaient, pour parler comme Bourdieu, dominants en capital global, c'est-à-dire à la fois capital matériel et capital symbolique, reconnaissance de soi. Et on le trouve, c'est pour ça que c'est dominant dans les sociétés industrielles avancées les plus riches de la planète ou chez des individus qui sont particulièrement dotés, même s'ils n'habitent pas en Occident. Et donc spiritualisme, ce que j'appelle le charismatisme, c'est-à-dire le rapport à l'émotion, et donc l'émotion collective, l'effervescence collective, qu'on retrouve dans le christianisme et qu'on peut retrouver partout ailleurs de façon plus ou moins dominante. Effectivement, c'est les mouvements néo-évangéliques aujourd'hui qui sont surtout comme ça, mais il y a d'autres mouvements, même dans le bouddhisme, je montre qu'on le retrouve, alors que dans le bouddhisme, c'est plutôt le spiritualisme qui domine, en raison de l'occidentalisation du bouddhisme et de l'interprétation méditative, développement personnel plutôt européennes, américaines et autres, sociétés industrielles avancées. Et puis enfin, le troisième grand mouvement, ce que j'appelle le fondamentalisme, mais qui touche pas seulement le rapport à l'islam, aux protestants, etc., avec des gens qui sont réactifs, c'est-à-dire qui réagissent contre justement cette globalisation qui peuvent mais tout en s'en servant, mais en se retranchant sur eux-mêmes et en rêvant des origines perdues et perdues. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'à la différence des deux autres, on remarque que, par exemple, un protestant
pentecôtiste, c'est-à-dire néo-évangélique, qui rentre dans cette catégorie plutôt du charismatisme, il va être plus proche d'un catholique charismatique, même si du point de vue des dogmes, catholicisme et protestantisme tendent à se distinguer, que d'un protestant luthérien normal. Alors qu'un protestant luthérien, il va être plus proche d'un catholique bourgeois des centres-villes. Et donc ça veut dire que, pareil, un bouddhiste qui pratique la méditation, qui est dans le côté plus spiritualiste, il va se sentir plus proche d'un néo-soufi occidentalisé qui va développer un discours qui ressemble, dans une certaine mesure, à un discours qui peut être New Ageisé, dans une certaine mesure seulement, il va se sentir plus proche que d'un bouddhiste qui va être un bouddhiste réactionnaire qu'on trouve surtout au Sri Lanka ou ailleurs. Mais eux, ils peuvent se rejoindre et d'ailleurs prétendent pratiquer ces différentes pratiques en même temps, presque simultanément, que c'est complémentaire, etc. En revanche, chez les fondamentalistes, ils ont besoin les uns des autres de se distinguer symétriquement, même s'ils pensent la même chose. Par exemple, les fondamentalistes protestants américains sont ceux qui sont à l'origine de la fameuse vidéo sur l'islamisation de l'Europe. Oui. Ils sont dans l'idée, ils sont anti-islam, ils ont le sentiment, on le voit avec Donald Trump, c'est toute cette matrice-là. Ils ont des idées réactionnaires du point de vue des mœurs, etc. Ils s'opposent à ce qui est supposé être en face. Donc c'est eux qui nourrissent et produisent la thèse de la guerre des civilisations, et ils la nourrissent en fait parce qu'on est dans un monde global, mais en la rejetant, en prétendant la rejeter. Et donc ceux qui sont en face, par exemple les musulmans qui eux seraient fondamentalistes aussi, ben, ils ont besoin aussi de ça, en sens inverse. Et donc finalement aujourd'hui on a une sorte de système global. Alors je vous ai dit du point de vue du capital économique, symbolique, etc., le spiritualisme, et puis le deuxième charismatisme. Le troisième, fondamentalisme, ça serait plutôt une sorte de le problème serait un problème en termes de capital symbolique, pour parler comme Bourdieu, c'est-à-dire reconnaissance de soi, sentiment d'humiliation, etc. Et donc, ça veut dire qu'on peut être effectivement très riche et être en même temps fondamentaliste. On peut même être en gros capital culturel, intellectuel, pas intellectuel. Ça dépend des configurations, ça dépend des biographies, ça dépend du contexte social, etc. Alors, quand je dis ça, beaucoup de gens me disent que c'est, je finis par là, c'est nier la dimension religieuse. Non, je ne nie absolument pas la dimension religieuse, je m'intéresse à la dimension religieuse, mais qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit religion ? Pour moi, la religion, c'est la dimension que j'appelle, je dirais, mythique de l'être humain, c'est-à-dire comment est-ce que les êtres humains construisent une narration qu'ils mettent en scène d'eux-mêmes, et les religions sont juste des entreprises, pour moi, spécialisées dans la construction et la diffusion de ces narrations qui permettent la mise en scène, qui permettent donc de donner un sens au-delà de notre simple composition physiologique, etc. C'est donc une sorte de... On construit en quelque sorte un second nous-mêmes par le religieux, un nous-mêmes mythique dont on a tous besoin, mais qui peut être plus ou moins structuré, et que les religions sont les entreprises classiques, dont les religions sont les entreprises classiques de structuration. Vous voyez ? Donc oui, la dimension religieuse est présente dans ce sens-là. Mais quand on entend religion, je ne sais pas pourquoi, on entend immédiatement la religion non pas en amont, c'est-à-dire au niveau de ce que j'appelle l'adhérence dans ce sol mythique, mais seulement au niveau de l'adhésion, comme quand on adhère en réfléchissant à un parti politique, à une institution religieuse et autres. Mais pour moi, le religieux, c'est beaucoup plus profond que ça, et ça ne se manifeste pas forcément, ça ne se cristallise pas forcément dans une institution proprement religieuse qui justifie une adhésion. Voilà. Donc, pour moi, le plus important, ça a été de montrer qu'aujourd'hui, il y avait une sorte de système religieux global avec ces trois forces, et que, contrairement aux apparences, ces trois forces, elles existaient à l'intérieur des mêmes institutions religieuses, et qu'elles se combattaient souvent, et qu'en plus, elles produisaient un effet qui est étonnant, contrairement à ce qu'on entend, c'est qu'une dissolution des dogmes et des croyances de fond, c'est-à-dire qu'on croit de plus en plus la même chose, au-delà même des frontières strictement dogmatiques, et paradoxalement, en extrapolant esthétiquement sur sa religion. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques du fondamentalisme, c'est d'extrapoler sur les dimensions esthétiques du religieux, les dimensions rituelles du religieux, et à la fin, quelque part, chez certains d'entre eux d'ailleurs, il y a une sorte de vidange
du contenu dogmatique réel, c'est-à-dire des réalités traditionnelles. François Burgat, j'aimerais avoir à la fois votre réaction à ce qui vient d'être dit et puis votre propre, je dirais, analyse de ce qui aujourd'hui, pour schématiser, opposerait deux mondes que l'on nous présente en étant en perpétuel combat depuis des siècles. Je veux dire des choses qui sont tout à fait compatibles avec ce qui vient de dire, mais pas nécessairement avec les mêmes catégories, mais je pense qu'on se rejoint. Je pense qu'il faut dissocier l'observation analytique, scientifique des pratiques sociales dans le monde, et puis les instrumentalisations qui sont faites de cette réalité pour satisfaire les besoins narcissiques, identitaires des différents acteurs. Et là, il va y avoir une contradiction. Moi, l'un des privilèges que je dois au ministère des Affaires étrangères et au CNRS, c'est d'avoir vécu 23, 24, je ne sais plus où j'en suis, années chez ces fameux musulmans, dans des pays de culture musulmane. Et je dirais que plus j'étais mis en situation d'abaisser, en faisant des progrès en langue et en connaissance du terrain, les barrières culturelles entre une femme yéménite des hauts plateaux et une ménagère parisienne, plus je me convainquais sans aucune difficulté que la matrice des valeurs humanistes essentielles est partagée. La matrice des valeurs essentielles humanistes est partagée entre tous les segments de la population mondiale. Mais il y en a à qui ça ne plaît pas. Chacun d'entre nous, quand on ne se sent pas bien, on a besoin d'un certain coefficient d'unicité. Donc, affirmer que nous sommes... Alors, où vient la différence? La différence existe, mais elle vient du fait que pour rendre légitimes ces valeurs humanistes dans chacun des groupes, chacun emploie du matériau symbolique puisé dans son turath, dans son patrimoine propre. D'accord? Je prends toujours le même exemple. Je dis, si je suis communiste soviétique en 1950, je dis la justice sociale, les amis, c'est bien, parce que Lénine a dit. Si je suis un chrétien italien ou polonais, je dis parce que Jésus a dit. Et si je suis non religieux, je dirais parce que la Déclaration des droits de l'homme a dit. À la fin de la journée, nous sommes tous en train de crédibiliser une valeur sociale qui s'exprime différemment selon les groupes. Mais les groupes, ils ont besoin de temps en temps d'avoir un certain coefficient d'unicité. Et donc, en politique, en termes de mobilisation politique, l'affirmation de l'identité collective, ça ne fonctionne pas. J'aime bien citer aussi un lapsus extraordinaire de Chirac en 1900, je sais pas combien, non, en 2004. Chirac parle à Tony Blair ou avec Tony Blair et il dit, il fait un lapsus, il dit les États-Unis et la France et l'Europe sont deux pays qui ont les mêmes valeurs. Jusque-là, tout va bien. Ils ont donc des guerres à mener en commun. Ah, contre qui les guerres? Contre tout le reste de la planète qui n'a pas les mêmes valeurs, sous-entendu. On voit bien qu'il y a un problème là. Et ce problème, c'est de ne pas faire la distinction sémantique et philosophique entre l'appareil culturel qui légitime la valeur et la substance de la relation à la valeur. Tout le monde est d'accord pour un certain coefficient de répartition des richesses. Et j'emploie une autre métaphore. Je dis, quand je suis reçu chez un hôte étranger, je n'ai pas envie qu'il me serve du Beaufort. Je veux dire, c'est un secret, c'est ma culture intuitive, c'est le fromage des Savoyards, à ne pas confondre, parce que je peux être un intégriste sur ce terrain-là, avec le reblochon, qui est le fromage des Hauts-Savoyards. Je n'ai pas envie, si je suis au fond du Yémen, qu'on me serve du Beaufort. J'ai envie de découvrir la diversité de l'appartenance culturelle au sens le plus noble possible. Je n'ai pas envie d'entendre ma musique à moi. Et lorsque je reçois un hôte, je vais me faire un plaisir de lui faire découvrir la diversité, la spécificité de mon univers culturel. Mais si, ce qu'à Dieu ne plaise, on entend tomber quelqu'un dans l'escalier, si, ce qu'à Dieu ne plaise, on entend démarrer un incendie, que devient notre différence culturelle? Elle est balayée instantanément, car nous avons sur le terrain des valeurs essentielles un socle commun qui fait que quand quelqu'un se casse la gueule dans l'escalier, on va l'aider. On ne commence pas à aller fouiller dans notre diversité culturelle. Donc c'est ça qu'il faut rappeler. La matrice des valeurs humanistes, elle est commune.
On viendra tout à l'heure à des extrémistes, à l'extrémité des spectres politiques. On va toujours trouver des gens qui vont vouloir. Mais j'espère que j'aurai le temps de dire, c'est pas grave qu'il y ait des extrémistes. Ce qui est grave, c'est quand les extrémistes entrent en interaction avec des segments significatifs des sociétés. Mais les extrémistes, on en aura toujours un petit peu tout le temps. Bon, je ne sais pas s'il me reste une minute, mais mais on pourra y revenir, sur la prévalence du lexique religieux dans l'expression des tensions politiques. Moi, je propose 3 éléments d'analyse. D'abord, bon, et c'est peut-être sur ce terrain-là que je n'ai pas exactement les mêmes grilles d'analyse, mais je dis, attention, ne créez pas d'analogie entre les 3 religions révélées en termes de leur relation aux politiques. Ce qu'on pourrait appeler la revanche de Dieu. On a tous sous les pieds des crottes de fondamentalisme. Non. Moi, je veux dire, attention, vous ne pouvez pas construire de façon analogique la relation du politique au religieux dans les 3 religions révélées. Pourquoi ? Si vous le faites, vous niez, vous occultez une réalité essentielle dans tout mon dispositif analytique, c'est les rapports de domination Nord-Sud. La séquelle des rapports de domination Nord-Sud. L'assassin d'Yitzhak Rabin, je ne le déconstruis pas comme je déconstruis l'assassin de Sadat. Je laisse faire fonctionner votre culture générale. L'assassin de Rabin, il évolue dans une société où il existe des alternatives à l'expression de la différence politique par rapport à celui qui vit dans une dictature absolue. Sadat, c'est le prédécesseur de Sisi. Eh bien, à une époque, il avait à peu près les mêmes méthodes. Si on perd cela de vue, si on perd l'idée que les adeptes des 3 religions ne sont pas en état d'apesanteur, on fait des comparaisons analogiques qui gomment une dimension essentielle. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas revanche de Dieu. C'est revanche du Sud. C'est revanche du Sud, c'est retour du Sud. Retour du Sud, parce que si je dis revanche, je nourris le fantasme. C'est retour du Sud. Alors voilà une de mes différences. La seconde, pourquoi le lexique religieux revient ? Parce que le lien national dans toute une série de pays, Syrie, Irak, est affaibli par des contestations, par des protestations populaires. Si je ne suis plus syrien, qui suis-je ? Eh bien, contrairement à une idée largement avancée, je ne suis pas forcément sunnite ou chiite. C'est très, très important de dire qu'en Syrie, je peux être kurde. Ça veut dire que le référent religieux n'est pas l'alternative automatique et exclusive de la dissolution ou de l'affaiblissement du lien national. C'est très, très important de se souvenir de ça. C'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais. On ne se raccroche pas nécessairement aux branches du lien religieux. On peut vouloir devenir kurde, comme on peut être touareg dans les régions où la décolonisation n'a pas apporté le cadeau attendu de la cristallisation étatique d'une appartenance nationale. D'accord ? Et puis, le 3e raison pour laquelle, chez nous, en Occident, on aime bien décrire l'autre par le lexique de son appartenance religieuse, c'est que c'est vachement pratique. Et ça, je l'ai déjà dit. Si on explique le comportement de l'autre, comme le fait le héros, pas Léger, mais Huntington, comme le fait le héros du livre du vrai héros, Raphaël Liogier, si j'explique l'autre par les racines de son appartenance religieuse, il s'en sortira jamais, le pauvre, il est musulman, ou comme Bernard Lewis qui dit c'est pas la peine de négocier en Palestine. Le problème n'est pas politique. C'est des fondamentalistes musulmans. Suivez mon regard. C'est extrêmement pratique. Si on expulse l'autre du politique, ça nous permet de ne pas avoir à affronter la part de responsabilité que nous aurions si nous acceptons que la matrice du différent est de nature politique. Parce que le différent politique, ça met 2 acteurs en présence. L'explosion du fondamentalisme religieux, ça permet de mettre la responsabilité tout entière sur l'autre. Et bon, au cas où on n'ait pas le temps de le dire, je dirais que moi, ce qui m'a choqué dans la réaction de nos institutions politiques en France, quand il s'est agi de lutter, de mobiliser les cerveaux pour lutter contre le terrorisme, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé 10 postes de recherche. Oh, c'est vachement bien. Le problème, c'est qu'on les a labellisés islamologie. Cherchez l'erreur. Ça veut dire que nous n'avons pas pensé, ça a été corrigé depuis, il y a des nuances, mais dans l'énoncé, nous n'avons pas pensé la possibilité de construire la responsabilité des non-musulmans. Et c'est énorme, ça, comme posture intellectuelle, et je pense que c'est de ça qu'on est en train de parler, et nous sommes sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Et non seulement sur la même longueur d'onde sur ce plan, mais y compris sur ton premier point, ou deuxième point, je crois,
où tu disais on n'est pas tout à fait. Moi, je suis tout à fait là-dessus. C'est-à-dire que justement, lorsque je parle de capital symbolique, je réutilise. Donc le deuxième point, Bourdieu. c'est-à-dire qu'on fait erreur en mettant les trois, grosso Voilà. modo, Exactement. Et les trois religions sur le même plan En fait, d'analyse. ton deuxième point, c'est sur la contextualisation, enfin, politique et économique, sur les inégalités dans le Sud, etc. Eh bien, moi, j'en tiens, c'était pas l'objet essentiel, lui, mais j'en tiens compte, puisque l'idée, c'est que ce que je pourrais rajouter, c'est que s'il y a un développement d'un certain type de fondamentalisme dans un certain contexte, c'est parce qu'il y a un certain type d'affaiblissement du capital symbolique, reconnaissance de soi, sentiment d'humiliation, etc., et du capital économique aussi, du capital matériel. Donc, finalement, aussi, le rapport au Sud, à être le Sud, avec toutes les formes de racisme globalisé. Parce que le racisme, c'est pas seulement du racisme à l'intérieur de notre société. Ce qui me conduit à l'autre... Donc, pour moi, ce système religieux global est directement indexé sur ce rapport nord-sud aussi, évidemment. Et sur le point que tu évoquais, en passant de Bernard Lewis, et je pense que tu as tout à fait raison, aux réactions du gouvernement français actuel, parce que finalement, c'est pour ça qu'on revient on revient à quoi? Et c'est ça que j'essaye de dénoncer aussi dans le livre. On revient justement au différentialisme. Vous dites que c'est le différentialisme qui l'emporte sur le relativisme. Et c'est pour ça, politique. Voilà. C'est-à-dire que le relativisme, moi je revendique d'être un relativiste, et je pense que François revendique aussi d'être un relativiste. C'est-à-dire, le relativisme, ça veut dire essayer de comprendre, se mettre à la place de l'autre, se mettre à la place des différenciations, plutôt des variations. C'est exactement ce qu'il a décrit, des variations culturelles. Essayer, par exemple, de ne pas manger, forcément, de ne pas désirer manger un hamburger si on est au fin fond de l'Afrique, mais essayer de comprendre ce qui se passe, que c'est déjà parce qu'on ne désire plus ça. Et en même temps, réaliser que puisqu'il peut y avoir relation, toute relation se fait sur un socle commun. Donc le relativisme, c'est, on pourrait dire, c'est la dynamique, la vraie dynamique de l'universalisme. C'est-à-dire le relativisme, c'est comment est-ce que la relation est possible à partir d'un socle commun. Donc quand on dit le relativiste, il accepte tout, c'est ridicule. Le relativiste, il n'accepte pas une atteinte à l'intégrité physique. Oui, vous citez l'exemple de l'excision dans... Exactement. Par exemple, le relativiste, il n'accepte pas tout. C'est justement celui qui n'accepte pas ce qui remet en cause profondément la dignité humaine. Mais on fait passer le relativiste pour pouvoir justifier notre propre racisme pour un différentialiste. Et en général, c'est les différentialistes qui font ça. Qu'est-ce que ça veut dire, différentialiste? C'est aussi ce que j'appelle la zoologie de la culture. Et c'est ça, Bernard Lewis, dans un sens. Et c'est pourquoi j'ai appelé, vous allez voir pourquoi, j'ai appelé la guerre des civilisations et pas le choc des civilisations. C'est que Bernard Lewis, il veut dire, moi, j'adore les Arabes. Il fait pareil que Benoît Méchain, qui écrivait soit son bouquin sur Alexandre ou ses bouquins sur la dynastie des Ibn Saoud, etc. Il dit « Ah, les Arabes, l'islam, c'est vraiment merveilleux, c'est extraordinaire. » La zoologie de la culture, c'est-à-dire que c'est du néo-orientalisme. Je les trouve beaux, je les trouve magnifiques, j'ai envie de prendre le thé à la menthe, à l'ombre d'une dune avec eux, etc. C'est extraordinaire. Quand ils sont loin, c'est-à-dire quand ils restent dans leur jus, et donc nous-mêmes, on est même prêt à subventionner le fait qu'ils restent encore plus dans leur jus, pourvu qu'ils y restent. Zoologie de la culture, comme si on visitait un zoo. En revanche, c'est pour ça que je parle de zoologie de la culture, si par hasard, un Arabe voulait épouser ma fille, c'est-à-dire s'il y a hybridation potentielle, c'est pourquoi je parle de zoologie de la culture. Alors là, c'est pas pareil. Je suis zoologue, j'admire les bonobos, mais je voudrais pas qu'il épouse ma fille. Ouais. Et donc, immédiatement, on a un changement d'attitude. Immédiatement, on a un changement d'attitude. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont prendre pour prétexte qu'ils admirent, soi-disant, une culture, pour pouvoir dire qu'ils l'admirent, mais quand elle reste chez elle, donc quand elle est authentique, C'est pour ça que la logique du choc des civilisations, c'est une logique de... Il faut éviter de se mélanger, c'est ça, et c'est du différentialisme à l'échelle planétaire, c'est ce que dit d'ailleurs Huntington, c'est-à-dire qu'il faut ne pas intervenir, maintenir le plus possible les distances entre ces différentes sociétés. Puis alors, quand elles sont vraiment complètement différentes, justement, c'est les bloody borders. Donc il faut surtout éviter... C'est une sorte d'apartheid. Exactement, c'est l'apartheid. Séparé. C'est de l'apartheid, c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est de l'apartheid au niveau international. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé ça. C'est pour ça que je parle de guerre des civilisations. On a dépassé ça puisqu'on n'a pas le sentiment qu'on a réussi à mettre l'autre à distance, par exemple en Europe. Donc on a le sentiment que l'autre est déjà ici. Comme il est déjà ici,
on ne peut plus rien faire pour le maintenir à distance. Donc on ne peut pas éviter le choc. Donc il est déjà en train de s'hybrider. Et donc la situation est insupportable, donc c'est la guerre. Et quel est le discours du gouvernement français actuel? C'est même pas un discours sur la mise à distance, c'est un discours, c'est déjà la guerre. À partir de quoi? À partir de signes qui ne peuvent être que des signes de guerre. Ce qui fait qu'on est dans une logique où tout signe d'islamité, quel qu'il soit, c'est-à-dire en quelque chose de vraiment ridicule, c'est-à-dire d'une épicerie halal aux boucheries halal, jusqu'au fait de porter un foulard, ou même le développement de ce que j'avais étudié avec mes étudiants, et qui touche d'ailleurs aussi les protestants, de ce qu'on appelle le modest clothing, c'est-à-dire le fait de porter le voile d'une multitude de manières, avec une sorte de mode, dans des magazines musulmans comme Iman Magazine, qui sont des magazines qui ressemblent un peu à Elle, version musulman dans les sociétés industrielles avancées, hein. On va avoir un discours du pouvoir qui est, on voit bien que c'est la guerre, c'est avec cette espèce de mot qui est devenu un mot valise, le salafisme qui se diffuse partout, alors que quand on observe les sites concrètement et qu'on n'est pas dans cette idée a priori que c'est la guerre, que déjà c'est, eh bien on se rend compte qu'au contraire, ceux qui sont fondamentalistes ou qui se veulent fondamentalistes sur les forums, par exemple d'Iman Magazine ou d'autres magazines sur cette question du développement du voile comme un phénomène de mode, ceux qui sont le plus opposés, c'est ceux qui se veulent les plus fondamentalistes et qui critiquent justement ces jeunes filles en disant « vous utilisez le voile, qui est normalement un objet sacré, comme quelque chose de futile, etc. etc. » Donc on voit bien que le problème aujourd'hui de l'islam, c'est que tout signe fait immédiatement sens, avant même qu'on essaye de savoir ce que ça signifie, fait immédiatement sens de cette guerre dans une logique, voilà, dans une logique de ce que j'appelle non plus le différentialisme qui met à distance, mais ce que j'appelle le différentialisme intrusif, c'est-à-dire qui se permet de réagir en disant, de toute façon, c'est que de la self-défense, c'est de la légitime défense, puisque le seul fait qu'il soit là et qu'il s'hybride à nous, entre guillemets, cette hybridation culturelle est déjà une agression. Parce que sinon, ça serait absolument incompréhensible de tout mélanger, comme on mélange tout aujourd'hui dans la société française. Il serait absolument incompréhensible qu'on ait des partis populistes dont le seul programme consiste en cela. Et j'ajouterais par rapport à ce que disait François que le problème, ce n'est pas les extrémistes, mais c'est lorsque les extrémistes sont en lien avec les autres. Je dirais qu'en Europe, le problème, quelque part, il est encore plus grave parce que c'est lorsque les extrémistes se font accepter en devenant le centre du jeu politique, c'est-à-dire le centre de gravité à partir duquel les autres se définissent. Et c'est ça qui est grave et c'est ça qui est en train de se passer en quelque sorte édulcorant l'extrémisme comme n'étant pas extrémiste, comme n'étant quelque chose d'admissible parce que finalement, etc. Et c'est à proprement parler, si on fait une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, ce qu'on appelle le national-socialisme. C'était ça. Le national-socialisme, il a fonctionné, pas au moment où il était extrémiste, laissé à la marge, mais à partir du moment où il est devenu le cœur du système politique, que les autres se sont définis par lui, que du coup ça avait l'air normal, c'était complètement naturalisé. Et je trouve que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe. Peut-être dans des conditions différentes, peut-être, je ne sais pas, avec une moindre gravité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer structurellement. Sur le retour du politique et la tendance qu'on a parfois dans les analyses, le retour du religieux et l'occultation du politique. Quel est l'intérêt aujourd'hui, encore une fois, d'occulter les enjeux politiques? Parce qu'ils sont là, ils sont réels. Vous parliez d'une mondialisation, mais c'est tout de même une globalisation qui est un peu déséquilibrée. Quand on a parlé de Suez, c'est typique du début de l'occultation d'enjeux politiques. Parce que c'est des enjeux politiques. Et c'est typiquement ce que disait François, c'est-à-dire c'est le rapport Nord-Sud. Je veux dire, oui. C'est vraiment le rapport Nord-Sud et le désir de dire je nationalise le canal de Suez parce que c'est contre les anciennes puissances coloniales, etc. Ça va être interprété dans la matrice, c'est la première fois que c'est interprété dans la matrice du choc de civilisation, alors que ça n'a rien à voir. Et on voit bien l'occultation typique là, oui. Des enjeux politiques, économiques et sociaux. Alors il est intéressant, j'ouvre une parenthèse, il est intéressant de voir que Nasser, qui avait été traité de Hitler à l'époque, voilà, par exactement. une partie de la... Et Boumedienne, et qu'est-ce qu'on leur reprochait à Boumedienne quand il a nationalisé les hydrocarbures? De s'en prendre à quoi? Aux droits de la femme. Ça allait mettre les droits de la femme en danger. Ce détour extraordinaire, cette confiscation de l'universel
pour masquer des actions qui sont éminemment politiques. Ça, c'est très important. Nasser est comparé à Hitler au moment où il nationalise le canal de Suez. Cherchez l'erreur. Et 50 ans ou 60 ans plus tard, aujourd'hui, quand on voit, notamment dans une certaine presse qui est toujours apte à titrer sur l'islam ceci, l'islam cela, on voit que Nasser est cité en exemple parce qu'il avait fait un fameux discours où il s'était moqué des femmes qui mettaient le voile, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réhabilitation assez étrange qui est... mais on oublie qu'en son époque, qu'on avait accusé de mettre en ouais. danger les valeurs occidentales. Il y a dans ce dérapage du logiciel occidental pour répondre à une agression que moi je considère comme politique, des antécédents qui sont extraordinairement éloquents. C'est bien sûr le 11 septembre, mais nous autres qui vivions au Yémen, on a eu un pré-11 septembre, et il est encore plus exemplaire. C'était l'attaque du US Cole dans la baie de Aden en octobre 2000. Le US Cole, c'était un destroyer qui participait à une guerre qui était particulièrement vicieuse. C'était l'embargo contre l'Irak, dont nous savions à l'époque, et c'était reconnu par les autorités américaines, en la personne de Madeleine Albright, secrétaire d'État, nous savions que ça avait fait des dizaines, des centaines de milliers de morts dans la population irakienne. Et Madeleine Albright, vous pouvez YouTuber ça instantanément, n'était pas bien réveillé ce jour-là, mais quand la journaliste lui dit cet embargo a fait 500 000 morts parmi la population infantile, est-ce que vous croyez que ça valait la peine? Elle répond calmement, ben oui, je crois que ça valait la peine, etc. Parce que nous allons promouvoir la démocratie en Irak. C'était quand même la rhétorique mot pour mot. Eh bien, 17 marins du US Cole sont tués dans l'explosion d'un petit bateau que des gens, vous savez, ces lâches, qui commettent des attentats suicides. Oui, d'accord, mais enfin, ces lâches se font exploser pour stopper le bateau de guerre dans la rade d'Aden. 17 marins du US Cole sont tués et les funérailles, quelques jours plus tard, donnent lieu à un discours de Bill Clinton, et Bill Clinton nous donne l'explication, la matrice analytique de ce qui vient de se passer, et il dit « Ces jeunes sont morts à cause de leur amour ». Et là, je vais apprendre qu'il y a deux mots pour dire liberté en anglais. For their love of liberty and freedom. D'accord. Ils sont morts pour leur amour de la liberté et de la liberté, et de la justice. Bon, ce logiciel-là, c'était quoi? C'était le logiciel qui dépolitisait totalement la lecture. Bon, et qu'est-ce qu'on fait actuellement? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On croit qu'on peut encore, comme à l'époque des canonnières, aller bombarder la Syrie et l'Irak sans se soucier qu'il puisse y avoir une réaction à ces centaines de bombes que nous lançons sur ce pays-là. Et non, ils s'en prennent à quoi, les terroristes? À notre amour coupable du bon vin que l'on boit aux terrasses de nos bistrots. C'est dit par le plus haut niveau de notre appareil politique. Donc on est resté dans ce logiciel qui est précisément là, de masquer complètement la matrice politique. Vous verrez, si vous googlez un petit peu, qu'il y a des interprétations qui s'opposent dans le champ académique français sur l'origine du djihadisme. Je dirais que mon identité personnelle, c'est de dire politique, politique, politique. Toutes les interprétations qui ne permettent pas de penser ces horribles, ces épouvantables incidents, accidents, attaques meurtrières à Paris dans un contexte politique bilatéral ne sont pas des analyses, ce sont des occultations. Et ça rend service à personne, parce que j'ai eu le privilège tout à fait douteux d'être associé depuis très longtemps à l'analyse des épisodes terroristes, puisque le précédent majeur à Paris, c'est le métro Saint-Michel, à côté. Métro Saint-Michel, googlez, vous trouverez dans Libération, moi j'avais écrit la recette du poseur de bombes. Et la phrase fondatrice, c'était de dire, quand il y a une bombe, il faut arrêter le poseur de bombes. Respect inconditionnel à ceux qui font une réponse sécuritaire. Mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite déconstruire la machine à fabriquer des poseurs de bombes. Et si on ne déconstruit pas, si on ne cesse pas, si on ne bloque pas les rouages de la machine à fabriquer des poseurs de bombes, on aura encore des bombes. Eh bien, le logiciel occidental de réponse au terrorisme omet à peu près totalement. Le logiciel occidental américain au 11 septembre a eu deux composantes. 90% de hard power. Les Daisy Cutters, ces énormes bombes qui ont écrasé l'Afghanistan, la réponse policière, sécuritaire. Mais il y a eu un volet culturel.
Vous vous souvenez de ces dizaines de colloques sur le dialogue des civilisations? Qu'est-ce qu'on y disait dans toutes les langues de la Terre, y compris l'arabe, bien sûr, dans ces colloques de dialogue des civilisations? Il y avait un non-dit qui était quand même particulièrement vicieux. On n'a pas fait un colloque entre les talibans et les États-Unis pour voir s'il n'y avait pas une porte de sortie culturelle aux différends qui allaient se régler par les carpet bombing. Non. Les dialogues des civilisations ont toujours, et des cultures ont toujours servi à exprimer une demande. On demande à l'autre de se réformer, de réformer sa culture. C'est jamais la nôtre, c'est jamais la culture du dominant qui est interrogée dans sa propension à prendre des raccourcis vers le hard power. C'est toujours la culture de l'autre. On lui dit, vous êtes sûr que vous ne pourriez pas former des jeunes qui accepteraient un petit peu nos politiques dans le monde musulman sans avoir envie d'y riposter par la violence. Ça a toujours été ça. Donc c'est ça le vrai problème. Maintenant, je veux quand même une phrase pour conclure parce que il faut qu'on donne le micro. J'ai oublié le troisième temps de ma réponse. Pourquoi le lexique religieux envahit l'expression politique actuellement? Et j'ai juste dit la situation des trois religions n'est pas historiquement la même. Moi, j'ai quand même un gros morceau de mon écriture qui consiste à expliquer le retour du parler musulman. Pourquoi le lexique musulman est devenu le vecteur dominant de l'expression des humeurs de la partie du monde qui a été dominée pendant la période coloniale. Parce que le lexique de la religion musulmane était le seul segment de l'univers symbolique qui n'a pas été obéré, écrasé par la présence envahissante de la modernité coloniale occidentale. Donc ça, on ne peut pas le mettre sur le même plan que le fondamentalisme chrétien ou que le fondamentalisme chez les Juifs. C'est un processus qui est lié au changement du rapport de force des acteurs à la sortie du processus colonial. Et ça, c'est, me semble-t-il, très très important de l'avoir en mémoire. Bien, merci. Je ne sais pas si nous avons... Oui, nous avons un micro baladeur. Donc, est-ce qu'il y a une question dans le public? Monsieur, ici. Dans les facteurs émergents globalisants, vous n'avez absolument pas mentionné l'émergence de la pensée écologique. Pourtant, un des objectifs, justement, c'est d'aligner le mode de vie occidental sur le mode de vie plus frugal des nations du Sud. Pourquoi? Est-ce que ça vous semble totalement insignifiant comme pensée? C'est moi? Oui, allez-y. Non, pas du tout. J'en ai pas parlé, j'en parle dans le livre. D'ailleurs, c'est une partie importante dans le livre, parce que j'en ai pas parlé là, parce qu'on est parti sur un autre registre. Mais d'ailleurs, une partie à l'intérieur même du système, ce que j'appelle le système religieux global, du spiritualisme, développement personnel, etc., est directement on pourrait dire en liaison avec le côté développement durable aussi, et relation avec la planète, etc. D'ailleurs, dans toute une partie du New Age, dans les sociétés industrielles avancées, il y a une dimension théoriquement écologique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est au niveau religieux, au niveau qui est, mais que sur le fond, je parle de l'évolution des valeurs, ce qu'on voit dans les enquêtes valeurs, non seulement à l'échelle des sociétés industrielles avancées, mais à l'échelle de la planète, des valeurs de développement durable, d'un nouveau rapport, d'une écologie qui dépasse l'écologie au sens de l'environnement, d'un certain rapport à l'environnement physique, mais d'une nouvelle écologie sociale, économique, voire politique. D'ailleurs, le livre finit par un plaidoyer sur la gouvernance mondiale, qui est la seule possibilité, à mon sens, pour gérer les problèmes qui se posent aujourd'hui, les problèmes, puisque finalement, ça sert à quoi, le politique? Le politique au sens noble et direct. Je ne parle pas du politique au sens idéologique et des formes d'instrumentalisation qui lui sont inhérentes. Je veux dire, le politique, au sens noble du terme, c'est pour gérer la coexistence, ou pour permettre la coexistence des humains qui se situent sur un périmètre donné, lorsque les problèmes se situent sur un périmètre donné. Or, comme aujourd'hui, l'essentiel des problèmes, pas tous, mais se situe sur un périmètre qui est un périmètre global, ne serait-ce que le terrorisme, mais le premier problème étant le problème de la survie elle-même, le problème écologique, je ne crois pas qu'on puisse se passer, faire l'économie pour le coup, d'une gouvernance globale, qui ne sera pas forcément un État, parce que quand on pense gouvernance globale, tout le monde dit c'est impossible parce que ça va écraser les cultures locales. Pas du tout. Je prends l'exemple, mais c'est un exemple banal, mais je prends l'exemple de la Suisse, la Confédération suisse. Il y a un respect, ne serait-ce que des différences linguistiques, qui est peut-être plus fort
que si on avait différentes structures politiques. Je pense qu'on peut parfaitement imaginer aujourd'hui une gouvernance globale qui serait une nouvelle façon d'envisager le politique, au même titre que la tribu, une forme tribale, ou la forme de la cité grecque, ou même la Ligue de Délos, quand ça s'est un peu élargi, ou le type empire, ou le type État-nation, sont des formes politiques qui n'ont rien à voir, parce que le périmètre est différent, le nombre de la population est différent, les langues peuvent être différentes, etc. Je pense qu'il faut éventuellement inventer autre chose à l'échelle planétaire, qui ne soit pas forcément de la centralisation, mais qui permette une véritable cohérence. Alors c'est sûr, ce n'est pas évident à mettre en place. En raison de quoi ? En raison de l'inertie des réflexes politiques, des idéologies, de l'existence d'un monde qui n'est pas encore prêt à ça. Et on le voit même au niveau européen, où à l'évidence, ne serait-ce qu'au niveau européen, la seule manière qu'auraient les Européens d'exister un petit peu à l'échelle planétaire, ça serait d'arriver à avoir une vraie cohérence continentale. Et il n'en est rien, puisque aujourd'hui, ce qui a le vent en poupe, c'est au contraire le retrait nationaliste, avec justement l'instrumentalisation des angoisses liées à l'islam, etc. Je ne résiste pas au plaisir de rajouter une phrase corollaire à votre question. Hier, j'ai vécu une expérience passionnante. Je n'étais jamais allé aussi loin d'Aix-en-Provence en France. J'étais à Forbach. C'est loin quand même, c'est vers la frontière allemande, au rassemblement des musulmans de Lorraine. Donc il y avait un panel très très impressionnant de sensibilité des musulmans de France. Et ce qui m'a intéressé, intrigué, qui va dans le sens de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une surenchère sur le terrain de l'écologie. C'est-à-dire ce qui démontre la capacité du lexique islamique à s'approprier parfaitement les enjeux de l'écologie. Et là, j'ai pris une espèce de leçon d'écologie islamique. On m'a dit, nous les musulmans, nous avons poussé plus loin la notion d'environnement, parce que dans la qualité de l'environnement, nous rajoutons la qualité de l'environnement auditif. Nous considérons, nous prenons en compte le droit pour le citoyen de vivre dans un environnement où il n'est pas agressé. Et ce n'était pas le volume sonore, hein. C'est de ne pas entendre des choses qui le déstabilisaient. On ne va pas entrer dans un débat de fond. Aujourd'hui, dans toutes les religions, dans tous les milieux religieux, sur ce sujet, c'est ça qui est intéressant. Et les musulmans font pas, tu as raison, ne sont pas du tout voilà, en dehors. Donc, effectivement, l'enjeu écologique n'était pas au premier rang de l'expression des attentes des musulmans dans leur environnement politique il y a 30 ans, mais il le devient très très naturellement. Si vous allez même à la réunion des musulmans de France, au rassemblement des musulmans de France où j'étais la semaine dernière, plus écologique que moi, tu meurs. Il y a de plus en plus de stands sur l'écologie, le développement durable, le rapport aussi à l'humanitaire, en liant l'écologie avec l'humanitaire, etc. Moi, j'en parle dans le livre. C'est clair que mais c'est passé sous silence parce que justement, ça normaliserait l'islam, et comme on a intérêt à une instrumentalisation politique de l'islam, donc on a intérêt à ne pas le normaliser et à interpréter tout signe comme étant... J'avais même parlé à un moment donné, j'ai été il y a quelques années, c'était une petite vidéo qu'on avait intitulée, en concentrant un peu mes propos, je dis « Halal, c'est bio ». C'est parce que j'avais constaté, en discutant avec des acteurs musulmans sur le terrain, que de plus en plus, leur justification pour le halal finissait par croiser la culture bio, c'est plus pur, c'est meilleur à la santé, c'est ceci, c'est cela, etc. Donc on ne peut pas exclure... Je vais dire quelque chose qui est très bref, qui peut choquer, d'accord ? Mais ça fait partie du paysage. Dans les expressions normatives de Daesh, mais qui ne parviennent pas à vos yeux, il y a des normes qui pourraient être signées par Europe Écologie Les Verts. Ils ont pris une disposition interdisant les formes de pêche agressives dans l'Oronte. Je savais même pas, moi je savais qu'on pêchait à la grenade, je savais pas vraiment qu'on pêchait au câble électrique, mais c'est une pratique, hein. On lance du 10 000 volts dans la rivière et avec des produits chimiques. Ils ont pris une norme interdisant sous peine de sanctions terrifiantes toute forme d'appropriation des ressources halieutiques de la rivière Oronte par des moyens interdits. Donc vous voyez bien, à l'extrémité radicale du spectre islamique, vous voyez émerger des considérations qu'on voudrait considérer comme complètement antinomiques avec l'appartenance musulmane et qui bien sûr ne le sont pas. Hein, c'est que nos catégories ne sont pas bien construites. Très bien. On va prendre une dernière question, malheureusement. 1 heure n'est pas... Oui, on respecte la parité, c'est très bien. Bonjour à tous et merci pour ce superbe débat. Je suis Nora Robin.
Voilà, en fait, juste pour continuer dans la discussion du halal, halal, ça veut dire tout simplement en arabe sain. Donc manger de la viande halal, c'est manger de la viande saine. Une viande qui est saine, ça veut dire qu'elle provient d'un animal qui a été respecté. Donc on rejoint un petit peu la notion du bio, si tout le monde a la même notion, bien sûr. Ma question, elle concerne en fait l'industrie de l'armement. Donc ne pensez-vous pas que le complexe militaro-industriel occidental est à l'origine de ce chaos mondialisé? C'est-à-dire que aussi, nous pouvons dire que la religion politique est au service elle est au service à cette industrie de l'armement capitaliste occidentale qui est au service du progrès. Donc ce progrès dont nous vivons actuellement, les premières conséquences néfastes, c'est-à-dire qu'on a vécu une ère à l'ère froide où il y avait des conséquences positives. Moi, je suis contente d'avoir un ordinateur, je suis contente d'avoir un aspirateur. L'ordinateur, ça me permet d'être dans ce monde global, nous parle M. Raphaël Logier, et d'être actrice en même temps de ce qui se passe dans le monde et de me connecter à ce monde-là. Mais maintenant, c'est la deuxième partie. Nous commençons à vivre les conséquences néfastes de ce progrès. Qu'en pensez-vous? Merci. Je dirais que oui, il y a une dimension au-delà même des aspects du financement, enfin de l'industrie militaire. Je dirais ce qui va encore plus loin, à mon sens, c'est le financement tout court. C'est-à-dire que je pense qu'on a négligé la dimension des finances internationales et en particulier du rapport de force existant, du rapport de force de la domination du dollar et dans les guerres au Moyen-Orient. C'est-à-dire comment est-ce que les guerres, un des facteurs justifiant sur le fond, mais pas en apparence justement, les guerres au Moyen-Orient, c'était directement la défense du dollar. Ce que je veux dire par là, c'est que après 1945, lors des accords de Bretton Woods, le dollar a définitivement dominé la planète et les Européens, en gros, se sont sentis écartés de la finance internationale et progressivement, ils ont réussi à constituer une première monnaie qui est l'écu, mais qui était uniquement une monnaie, pour ainsi dire, d'État à État, une monnaie de référence. Et puis, ils en sont arrivés à l'euro. En 2000, l'euro est devenu, en 2000, je crois que c'est 2001, quelque chose comme ça, ou 2002, l'euro est devenu la monnaie de... C'est en 99, l'euro comme monnaie de référence. Et ensuite, en 2001, je crois, ou quelque chose comme ça, l'euro est devenu la monnaie sur l'ensemble de l'espace, d'un espace monétaire beaucoup plus large. Et l'idée claire des Européens, ce qu'on peut comprendre, c'était de concurrencer la prééminence du dollar. Et c'est ce qui a été perçu à l'époque par la plupart des économistes américains, et en particulier ceux qui étaient conseillers du département d'État, comme étant la vraie menace des États-Unis, parce que les États-Unis, je vous rappelle, c'est l'économie la plus endettée de la planète, et donc qui ne vit et qui paye ses guerres, puisqu'on revient à la question de la guerre, je suis désolé, qui paye ses guerres en les faisant financer par les autres, puisqu'il suffit de faire tourner la planche à billets que les autres vont acheter en dollars, même les armements qui vont leur permettre ensuite... Et du coup, il y avait un risque majeur qui a été perçu à un moment donné au sein même de l'OPEP et dans un certain nombre d'acteurs qui se sont dit « Pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas le pétrole ? Pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas le pétrole en euros ?» Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les accords de Bretton Woods, à la base, le dollar était grevé, en quelque sorte, était relatif alors, et que lorsque la Banque centrale allemande a demandé la transformation de ces dollars en or, les Américains ont été incapables de le fournir, et du coup, on a arrêté cette relation, s'est brisée. C'est le dollar qui est devenu pour lui-même le dollar, et il a dû trouver une autre base. Et cette autre base, c'est ça les pétrodollars. Or, la guerre en Irak, à mon sens, ça c'est ce qu'ont pas perçu les Européens, la guerre en Irak était avant tout, pour moi, mais ça il faut lire parce que je ne peux pas dire ça comme ça rapidement, une guerre contre les Européens sans même qu'ils s'en rendent compte, parce que un des pays
qui était le plus avancé dans cette idée, dans la mise en pratique de cette idée, c'était l'Irak de Saddam Hussein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Saddam Hussein, pour dire oui, il faut absolument qu'on le demande en euros. Et là, ça commençait à provoquer, il y avait Iran, Irak, et il y avait un pays d'Amérique latine qui était prêt à foncer dans cette direction aussi. Et là, ça veut dire que le dollar ne pouvait plus devenir la monnaie mondiale et on était dans quelque chose comme 50%, 50% pour les États-Unis, par le dollar, et 30% 30 et quelques pourcents des échanges mondiaux avant le conflit. Après le conflit, on est à nouveau maintenant à 70-80% en dollars. Donc il faut dire que ça a marché. Donc pour moi, au-delà même de l'armement, de l'industrie de l'armement, c'est le financement lui-même, c'est la finance elle-même. Même quand on dit c'est la famille Bush qui avait intérêt à aller en Irak, etc., je pense que même ça, c'est superficiel. Même ça, c'est un niveau superficiel. Le niveau le plus profond, c'est que l'économie américaine, donc on pourrait presque dire, si je croyais à la notion de civilisation, je dirais la civilisation américaine, elle est directement alimentée par la prééminence globale du dollar. Et c'est ça qui était en jeu, et donc c'est ça qui finalement, cette remise en cause, cette prééminence, qui n'a pas fonctionné, quoi. Donc oui, dans ce sens-là, ils ont gagné, on peut dire. Ça permet de faire écho à un adage qui est celui de dire toujours en revenir à la monnaie. Je vais remercier en votre nom nos deux invités. Je vous remercie d'avoir assisté de bonne heure à cette présentation. Merci à vous. Je voudrais simplement dire qu'il y a une séance de dédicace du livre de Raphaël Léger dans la salle, voilà, dans la salle Hippolyte qui est juste à côté. Merci pour votre attention et bonne journée. Quand même, c'est ça qui fait la pub. Non, mais j'ai vu qu'il y avait